Bien, je renouvelle ce mot de bienvenue comme vous l'avez déjà entendu de la part de Monsieur le Recteur et de la part de Coralie. Et moi je vais vous traiter dans un premier temps d'une façon relativement plus générale que la problématique du cyberharcèlement, de celle du numérique aujourd'hui dans l'éducation et des réseaux sociaux en particulier, ce qui va amener la deuxième partie de l'intervention de la matinée, à laquelle Bruno, les deux Bruno aujourd'hui qui interviennent, on n'a jamais travaillé ensemble au même moment, et donc ça se présente pour la première fois, c'est assez amusant. Voilà, donc je vais aborder en 6 points ce sujet qui est très vaste, mais en même temps je vais essayer de l'illustrer et de montrer en quoi les aspects et positifs et négatifs de ces usages du numérique peuvent être interrogeants pour les enseignants, pour les directions, pour les parents, comme on l'a évoqué. Dans un premier temps, en définissant très brièvement ce que sont ces réseaux sociaux, mais aussi la spécificité du numérique par rapport aux réseaux sociaux, parce que réseau social, ce n'est pas que numérique. La question qui est liée au fait que ces réseaux sociaux sont utilisables sur des appareils mobiles, et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça génère en termes d'attention, de réflexion sur l'attention que nos élèves, nos enfants ont ou n'ont pas par rapport à des usages de ces appareils mobiles et qui sont en permanence à leur côté, dans leur poche et à différents endroits. Une question par rapport à leur futur, et la question est celle de est-ce que l'automatisation, est-ce que le fait que le numérique se répand, est-ce qu'à un moment donné ça pose des questions sur l'emploi, sur le travail, sur la formation de demain, puisque quel métier demain, et donc si quel métier demain, en tant que formateur, à quoi les former, et donc est-ce que quelque part le numérique a une incidence sur les métiers de demain. Une petite question sur les opportunités et les menaces, mais Bruno y reviendra plus que moi et plus en profondeur. Et puis une grande question aussi qui se pose aujourd'hui par rapport à l'intégration des usages du numérique à l'école, c'est cette question du code et de ce qu'il faut faire en termes d'utilisation de l'informatique, mais voilà, je vais essayer de positionner ça par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Et puis après, oui, s'il fallait retenir une action en faveur de l'éducation, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? En tout cas, c'est comme ça que je vais conclure. Donc un premier point sur les réseaux sociaux numériques, parce que les réseaux sociaux ne sont pas que numériques, ce sont toute une série d'outils, mais qui ne sont pas que numériques. Un réseau social, c'est bien plus que ça. Mais dans un premier temps, il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est de la puissance et de la diffusion du numérique aujourd'hui. Dans un téléphone comme celui-là, il y a 100 fois plus de puissance que dans les ordinateurs qui ont envoyé l'homme sur la Lune. Donc, vous imaginez que les hommes ont été sur la Lune avec quelque chose de moins puissant que ce qu'on a dans nos poches. Donc ça donne une idée de la capacité aujourd'hui de traitement de l'information que chacun peut posséder. La vitesse de cette évolution, 1642, le numérique existe déjà avec des machines à calculer plus ou moins sophistiquées, mais les premiers ordinateurs, 1945, premiers ordinateurs portables, 1965, ordinateurs portables, 1973, l'arrivée d'Internet, c'est sa diffusion, 1980, les appareils mobiles, les années 2000, et depuis 2003, l'Internet des objets, les montres, les voitures, les serrures, les caméras, etc., etc., etc. Alors ça, c'est exponentiel, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas se réduire. C'est là, c'est le monde dans lequel nos jeunes vivent aujourd'hui, et dans lequel nous, en tant qu'adultes, on vit aussi. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en protège ou non, qu'on s'en défie ou non, c'est là. Et ça ne va pas se ralentir. Et donc la question des réseaux sociaux par rapport à tout ça, c'est d'abord celle du réseau social. Alors vous voyez que le réseau social, sa première définition, c'est celle d'un groupement qui a du sens. Et un groupement qui a du sens, c'est être à deux sur un banc, c'est social, et ça crée un lien. Dans un village, il y a un réseau social. Dans une famille, c'est un réseau social. Quand on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, on les assimile aux réseaux sociaux numériques, mais un réseau social, c'est plus que ça. Et ça existe en tant que tel. Et ça existait avant que le numérique, quelque part, ne s'empare de cette possibilité de se connecter les uns aux autres.
Il n'empêche, en termes aujourd'hui d'utilisation du numérique et du taux de pénétration du numérique au niveau mondial, le nombre d'utilisateurs d'Internet au niveau mondial, 50% de la population est connectée à Internet. Au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, 37% de la population mondiale utilise un réseau social numérique. Et en Belgique, 88% de la population est connectée à Internet, 60% de la population est connectée à un réseau social. Donc, par rapport au niveau mondial, la Belgique se situe dans une tranche supérieure de connexion, de connectivité. Réseau social, groupement qui a du sens. Médias sociaux, ce sont les outils. Quand on parle des médias sociaux, ce sont les outils qui permettent ces interactions. Et quand on parle des réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Twitter, c'est-à-dire Snapchat, ce sont ces groupements qui ont du sens, mais via un outil numérique. Et donc, c'est un peu galvaudé quand on parle du terme de réseaux sociaux. En soi, on devrait toujours dire réseaux sociaux numériques. Parce que c'est ça que sont Facebook, Twitter et les autres. Voilà, donc c'était un premier point pour un peu situer le vocabulaire, on va dire, hein, définissons d'abord ce dont on parle, on sait bien qu'en pédagogie c'est ça qu'on doit faire, et c'est un peu ce petit point de vue-là que je voulais aborder dans un premier temps. Deuxième point, en quoi est-ce que notre attention, leur attention, ces enfants, ces ados, ces jeunes, nous, les adultes, est-ce que notre attention, elle est quelque part mise à mal ou pas par cette utilisation des outils numériques. Nous avons plusieurs systèmes qui nous permettent d'aborder la réalité. Un premier système qui est très intuitif. Vous avez vu un personnage qui avait un certain faciès et très vite vous vous êtes dit, il est... Quel est son... Qu'est-ce que vous auriez pu dire? Il est en colère, il est fâché, voilà, il a quelque chose. Donc vous avez intuitivement, très rapidement, donné du sens à cette image. C'est notre système cognitif, c'est la pensée automatique, c'est la pensée intuitive. On attribue du sens à quelque chose auquel on peut attribuer du sens. 17 fois 24, quelqu'un avait tout de suite trouvé 408. C'est pas le plus facile à identifier. Deuxième système, un système algorithmique, un système de pensée réfléchie, où il faut mobiliser des connaissances, où il faut aller faire preuve de beaucoup de concentration. Et un système d'inhibition. Le système d'inhibition, ça nous permet de, quand on voit quelque chose de très intuitif, de se dire « Oula, peut-être que je ne dois pas traiter cet objet-là comme il se présente à moi aujourd'hui », être attentif au fait qu'on ne doit pas réagir à tous les stimuli qui se présentent. Donc voilà le troisième système, celui qui nous permet de parfois freiner notre intuition. Aujourd'hui, quand on utilise les réseaux sociaux, quand on utilise le numérique, on a un phénomène d'attention qui est mis à mal. Pourquoi? D'une part parce que notre cerveau, vous savez, notre cerveau, il recherche la facilité. Hein. Il recherche à obtenir de la satisfaction. Et chaque fois que l'on reçoit une notification, chaque fois que l'on va chercher une information, eh bien notre cerveau, il prend une dose de dopamine, il prend une dose de plaisir qui fait qu'on a envie d'y retourner. Et donc, on a beaucoup de mal à se dire que quand le téléphone est quelque part, qu'on entend qu'il y a une notification, on ne va pas aller la voir. Et en fait, on va la voir. Pourtant, on se dit, mais non, je ne devrais peut-être pas aller la voir. Mais il y a un conditionnement qui fait que... Et donc, notre système d'inhibition, là, il ne fonctionne pas très bien. Et donc, ce qui nous arrive à nous en tant qu'adultes, ça arrive bien sûr aux enfants, ça arrive bien sûr aux ados, et le système qui fait que parfois ils ne devraient pas y aller, fait qu'ils y vont quand même. Ça s'explique par le fait que dans la vie habituelle,
Vous savez, comme tout à l'heure, vous preniez le café, vous discutiez entre vous, pourtant il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, beaucoup de discussions en même temps, mais vous êtes capable de vous concentrer sur ce que vous dit votre interlocuteur, parce que vous pouvez mettre un filtre sur ces bruits extérieurs. Donc votre capacité d'inhibition permet de douter ce qui ne vous intéresse pas pour vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Quand vous avez un écran comme celui-là, sur lequel vous avez une série de notifications qui se présentent à vous, il n'y a pas de filtre. Vous ne savez pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et donc, vous allez aller voir, parce que vous avez besoin de savoir si, quelque part, il n'y a pas une information importante qui, quelque part, va vous rassurer, qui, quelque part, va vous faire du bien, qui, quelque part, va vous inquiéter. Et donc, on va chercher cette information et on a du mal à y résister. Et quand on parle des enfants, des ados qui n'y résistent pas, soyez sûr aussi qu'en tant qu'adulte, on a du mal à y résister. Mais il y a un phénomène là derrière qui s'explique, et donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Il y a une vraie explication derrière, qui est une explication du fonctionnement de notre cerveau par rapport à ce type de stimuli. Donc ces biais attentionnels qui sont là, qui existent, eh bien pour les réduire, il y a une question d'éducation. L'éducation, c'est le fait qu'on essaye d'abord de comprendre. Et puis quand on a compris, on se pose la question de comment peut-on faire pour éviter que ça se présente. C'est éteindre son téléphone, c'est le mettre en mode avion, c'est le couper la nuit, c'est le mettre plus loin quand on veut avoir une discussion qui est non interrompue. Voilà, qu'est-ce qu'on adopte comme attitude? Et ça s'éduque dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les plus jeunes, ils ont ces matériels à disposition. Comment les éduque-t-on nous? Comment leur montre-t-on nous en tant qu'adultes comment on agit aussi? Parce qu'il y a la valeur de l'exemple. Et donc, voilà, même si c'est quelque chose auquel on a du mal à résister, on peut le comprendre, ce phénomène existe, mais pour pouvoir y résister, nous devons nous éduquer nous-mêmes pour pouvoir bien éduquer nos jeunes, nos enfants, nos ados. Une troisième question, est-ce que les robots vont prendre nos boulots ? Les pommes automatiquement pour les cueillir. Imprimante 3D, mais c'est du béton, c'est de l'architecture. On construit une maison avec une imprimante. Aujourd'hui, c'est possible, ça existe. Voilà, donc tout ça c'est le progrès, tout ça c'est ce qui nous attend, c'est ce qui est là aujourd'hui, c'est la manière dont aujourd'hui évolue un certain nombre de métiers. Donc la question se pose de comment nos jeunes vont par rapport à ces métiers qui évoluent, pouvoir s'y retrouver, comment vont-ils quelque part pouvoir s'insérer dans une société qui est de plus en plus numérisée, qui fait appel à de plus en plus d'outils qui sont automatisés. Voilà, quelle est la part qui va leur appartenir, quelle est la part qu'ils vont pouvoir prendre dans ces métiers-là. Et donc, un avis du forum là, qui date d'il y a quelques jours, on cherche pilote de drone, testeur de logiciels, infographiste 3D, conseiller en gestion agricole, juriste dans le secteur de la robotique. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Il ne faut pas faire... Voilà, c'est là. Ce sont les métiers de demain, ce sont les métiers auxquels nos jeunes doivent être formés de demain. Alors la question des métiers qui disparaissent, je crois qu'elle s'est toujours posée. Quand les calèches ont disparu, les gens se sont dit, mais c'est assez monstrueux, voilà, le maréchal Ferrand, le constructeur de calèches, que va-t-il devenir? On a inventé l'automobile.
rapport à l'automobile, il a fallu qu'il y ait des carrossiers, il a fallu qu'il y ait des mécaniciens. Et donc on a inventé d'autres métiers parce qu'il y avait d'autres outils. Et donc en fait, on a transformé les métiers. Alors peut-être que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont changé de métier, mais il n'empêche qu'il y a eu d'autres emplois, d'autres types. Et donc est-ce qu'on est capable de prévoir ces emplois d'autres types à un moment donné? Alors il y a une question qui est traitée par certains, qui est, vous voyez ici on a un site internet qui s'appelle Will Robots Take My Job? Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut aller voir en fait quels sont les métiers qui risquent de disparaître demain. Alors normalement ça devrait fonctionner. Je vais vous faire petite démo juste de cette partie-ci. Voilà, Will Robots Take My Job, donc en ligne. Alors je prends des exemples que je connais bien pour un peu contraster. Par exemple, demain, les voitures vont être autonomes, et donc il y a beaucoup de chances que les chauffeurs de taxi se posent des questions sur la manière dont ils vont pouvoir fonctionner demain. Alors nous allons voir, le taux de pourcentage qui va apparaître, c'est dans les 10-15 ans, c'est le pourcentage de chances que ce métier risque de disparaître. 89% de chances que dans 10-15 ans, il n'y ait plus de chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi doivent se demander qu'est-ce que je vais faire demain. Il faut le préparer aujourd'hui parce que 10-15 ans, ce n'est pas dans longtemps. J'imagine que vous vous posez la question, et les enseignants? Allons voir. Teacher, instructors, on est d'accord? Voilà, ça va, c'est bon. Donc, pardon? Ah oui, vous ne voyez rien. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Où est-il? Il m'a fait... Ok. Ah oui, je ne sais pas. Il est revenu là? Bizarre. Vous avez vu le premier ou pas pour les chauffeurs de taxi? Ok. Bon, c'est pas grave. Hein, Donc, les chauffeurs de taxi, c'est 89%. Et Ah non, mais je sais ce que je dois faire, pardon. Je vais faire ça. Voilà. Et on va y arriver. C'est vrai que moi, je vois. Voilà. Ça, c'est pour les enseignants. Donc, et je vous remets les taximens. Juste... évidemment. C'est de l'anglais. Ah non, il ne les veut pas non plus. Bon, bref. En fait, c'était 89%. Bon, ma petite démo n'est pas tout à fait concluante, mais c'est pas grave, on continue. Voilà, donc des métiers qui disparaissent, des métiers qui se créent, des questions qui se posent par rapport à la manière dont on va devoir gérer ces transitions. Et oui, c'est aussi à prendre à bras-le-corps. C'est l'évolution. Les agriculteurs ont été bien contents de voir apparaître les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Aujourd'hui, c'est d'autres outils. Aujourd'hui, en termes de médecine, on peut à peu près remplacer toutes les parties de votre corps. Mais est-ce que demain, vous êtes prêt à ce que vous ayez une autre hanche? Oui. Des lunettes, bien sûr. Est-ce qu'on peut remplacer la peau? On y arrive. Est-ce qu'on peut remplacer les muscles? On y arrive. Est-ce que bientôt, on sera cyber quelque chose? Jusqu'où? Jusqu'au fait qu'à un moment donné, on ne mourra plus. Mais ça pose des vraies questions, des questions éthiques. Où est-ce qu'on va? Et donc, ce monde-là, il est bien là. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est à quoi doit-on former nos jeunes de demain? Enfin, à quelles compétences doit-on développer chez eux? Est-ce qu'on doit développer des savoirs qui, demain, risquent d'être très vite dépassés? Ou bien faut-il les former à des compétences plus générales qui vont leur permettre de s'adapter au monde de demain? Le monde campus, les étudiants de plus en plus formés aux compétences douces, créativité, gestion du stress, capacité à travailler en groupe, les compétences qui sont les plus recherchées par les recruteurs, adaptation, s'organiser, prioriser les tâches, etc. Et c'est vrai que dans un monde qui bouge très vite et dont le numérique ne va faire qu'accélérer ce mouvement, quels sont les choix qu'on fait par rapport à la formation qu'on veut assurer pour nos jeunes? Et donc se pose la question de cette automatisation et de cette capacité de l'être humain d'être très sensible, très spécifique. Et donc la réponse, je pense que c'est la réponse, c'est celle de la complémentarité qu'il faut développer entre ces possibilités qu'offre l'intelligence numérique, qui est très fiable, qui est très rapide,
qui est très précise, beaucoup plus que nous. Par contre, qui n'a pas du tout de bon sens, qui n'a pas d'esprit critique, qui n'est pas multidisciplinaire, en tout cas pas encore. Et ça, l'être humain, il en est capable. Il est capable de spécificité, il est capable d'empathie, il est capable de transversalité. Les médecins généralistes ont plus d'avenir que les radiologues. Le médecin généraliste a plus de chances de survivre parce qu'il sera capable de faire des ponts entre des symptômes, entre des difficultés d'ordre psychologique, alors que le radiologue, déjà aujourd'hui, on peut de façon automatique analyser une radio beaucoup plus vite qu'un médecin peut le faire parce que cette technique, et la technique va beaucoup plus vite et est beaucoup plus fiable. Et donc, ce qu'il faut développer, c'est cette complémentarité, ce sont ces compétences que l'être humain possède qui sont complémentaires aux compétences que le numérique aujourd'hui peut développer. Et donc, il faut bien sûr être conscient de ce que sont ces compétences numériques, de ce que le numérique permet, pour savoir en miroir ce sur quoi il faut mettre l'accent chez l'être humain. Et c'est ça notre priorité d'éducateurs, d'enseignants, de responsables, d'enfants en tant que parents, grands-parents. Bien sûr, des opportunités, des menaces. Bruxelles. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè? Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Ministère des Finances. Ministère des Finances. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'est-ce qu'on sait de nous? Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on sait qu'on enregistre de nous? Ces questions-là se posent, elles sont réelles. Et donc là aussi, la question de l'éducation, de est-ce que nous-mêmes, on est déjà conscients de ce que l'on donne comme information? Et vous voyez que de façon très sérieuse, le ministère des Finances met en garde contre une série d'attitudes qu'il faut avoir par rapport à des dangers qui existent. Mais il y a quand même une forme d'ambivalence, c'est qu'en même temps on parle beaucoup de la protection de la vie privée, et c'est normal, et en même temps on pousse, on demande qu'il y ait une forme de connectivité de plus en plus grande, de plus en plus intense, de plus en plus permanente, de plus en plus étendue. Donc dans ce monde-là, comment on arrive à se situer d'une façon qui est équilibrée? Parce que les deux ont de l'importance et les deux continuent à coexister, mais il faut que nous puissions y vivre. Bien sûr, toute la question des informations qui sont des informations à décoder. Bien sûr, en voyant ce qui est écrit là, on a vite compris que
Hein, tout n'avait pas le sens que l'on doit prendre au premier degré, et ça c'est relativement facile, bien entendu. Mais comment est-ce qu'on informe nos jeunes du fait que ce n'est pas parce qu'il y a de l'information que pour autant ce serait du savoir? Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça existe. Quel est l'esprit critique qu'on développe? Et c'est bien ça qu'il faut faire et qu'on a toujours dû faire. Mais il faut sans doute d'autant plus le faire avec des médias qui, sans cesse, peuvent faire croire à une forme de vérité. L'information existe, la manière de relier l'information, de croiser l'information, ça c'est créer du savoir. Interroger l'information, traiter l'information, ça c'est créer du savoir. Juste prendre connaissance de l'information, ça ne suffira jamais. Mais il y a aussi tous les côtés, bien sûr, positifs, constructifs, que ces connexions permettent. Les événements malheureux ont aussi mis en avant que les réseaux sociaux pouvaient forger une forme de solidarité. Les migrants dont on parle beaucoup aujourd'hui, on se rend compte, d'après certaines études qui sont mises en évidence, et vous voyez là celle d'Iminescu en 2016, que des migrants qui sont connectés s'intègrent plus facilement dans le pays dans lequel ils ont dû migrer, parce qu'ils sont capables de garder un contact avec là où ils étaient, et de créer du contact là où ils sont. Et donc c'est un outil d'intégration. Ils ne sont pas déracinés complètement parce qu'ils gardent ce contact, et ils arrivent à s'enraciner parce qu'ils peuvent créer du contact. Donc, ce qu'il faut mettre en avant par rapport à ces outils, c'est que dans toute technologie, il y a toujours deux tendances opposées. Et c'est ça que nous devons bien sûr intégrer, et que nos enfants, nos jeunes doivent pouvoir entendre qu'il y a bien sûr une face sombre, mais qu'il y a aussi des faces claires, qu'il y a aussi des aspects positifs, qu'il y a aussi une manière intelligente d'utiliser ces outils-là. Et ce n'est jamais qu'un amplificateur de toutes les tendances humaines. Tout ce qui se passe dans le monde transite par des choses que maintenant on voit, alors qu'avant peut-être on ne les voyait pas, ou elles n'étaient pas écrites, ou elles n'étaient pas aussi diffusées. Mais c'est une caisse de résonance de ce qu'est l'être humain. La question du code, parce que c'est celle qui occupe un peu les écoles en se disant mais on va devoir coder, on va devoir faire de l'informatique à l'école très jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, donc je voulais un peu aborder ce sujet-là. Alors je vais l'aborder par le biais de l'art. Comme ça, déjà, ça, par rapport au fait de coder, on se dit oui mais l'art et tout ça, qu'est-ce que ça? Alors voilà de nouveau. Avec le projet The Next Rembrandt, il s'agit non plus de copier, mais de créer, d'inventer un nouveau tableau 400 ans après la mort de l'artiste. Utiliser l'intelligence artificielle pour prolonger l'œuvre de Rembrandt, une opération ambitieuse qui a nécessité 18 mois de travail à l'équipe d'Emmanuel Flores, le directeur technique du projet. Notre question, c'était comment pouvons-nous comprendre Rembrandt d'un point de vue statistique et grâce aux données récoltées, et fabriquer un chef-d'œuvre en exploitant ses connaissances. Et cette question en amenait d'autres. Comment reproduire la beauté? Et comment mesurer la beauté? Car ce n'est pas un hasard si les informaticiens ont choisi Rembrandt. La beauté de ces toiles repose en effet sur la technique du clair-obscur. Cet habile contraste entre l'obscurité des fonds et la lumière des visages qui donne tant de relief à ces tableaux. C'est donc une véritable gageure technologique d'imiter le style unique du peintre. Pour en définir les caractéristiques, plus de 300 portraits de Rembrandt, peints entre 1622 et 1632, sont étudiés à la loupe et scannés en très haute définition pour n'en perdre aucun détail. Tu sais ce dont j'ai besoin en fait? C'est d'échantillons de cette partie, je n'ai pas besoin de toute la peinture. Car la première étape consiste à définir le sujet du tableau. L'étude de tous ces portraits a permis de dresser le portrait robot d'un personnage imaginaire que Rembrandt aurait pu réellement peindre. On a analysé le genre, l'âge et l'orientation de la tête. On en a déduit des statistiques et on est arrivé à la conclusion que ce devait être un homme de 30-40 ans, blanc, regardant vers la droite.
Voilà, et donc ça, vous l'avez peut-être vu au JT il n'y a pas très longtemps sur la première. Ils ont interviewé après un responsable d'un musée. On lui demandait, mais voilà, est-ce que ça a du sens de créer des tableaux de peintres qui n'existent plus et il disait, je trouve très, très justement, mais en fait, on fait perdurer l'œuvre de l'auteur, on fait perdurer ce qu'il a été. Alors, en quoi est-ce que c'est négatif ? Je ne sais pas, on peut trouver plein de raisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on continue à créer de la beauté avec des systèmes qui sont, dans ce cas-ci, statistiques, informatiques. Et donc la question de qu'est-ce qu'on fait quand on utilise de l'informatique, du code, et pourquoi est-ce qu'on devrait l'apprendre ? Parce qu'à un moment donné, sans doute, c'est aussi pour créer de la beauté, c'est aussi pour comprendre le passé, c'est pour aussi faire durer des œuvres qui, à un moment donné, ont existé et les faire perdurer au-delà du temps de la vie de l'auteur. Mais il y a autre chose aussi, c'est que quand on parle de numérique à l'école, souvent on n'envisage que l'aspect technique. Et on parle des outils, on parle du matériel, et on parle du Wi-Fi, on parle de l'ordinateur, on parle du smartphone. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on parle du numérique aujourd'hui dans notre société, et donc forcément à l'école, c'est qu'on doit parler absolument d'autre chose que de ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'objet technique, mais il y a aussi ce que ça change en termes de relations entre les individus. Vous vous imaginez demain sans votre smartphone ? Vous vous imaginez devoir retrouver tous vos contacts ? Vous vous imaginez devoir communiquer avec les uns et les autres sans cet outil-là ? Ça a changé la manière dont vous êtes social aujourd'hui. L'aspect collaboratif, comment peut-on le mettre en place ? Aujourd'hui, bien sûr, il faut se réunir, mais on a aussi des outils qui permettent de se réunir à distance, de se réunir, de travailler ensemble quand on n'est pas présent. Alors, l'un n'exclut pas l'autre, mais ça se complète. Et donc, ça change notre manière de faire. Ça change notre manière d'accéder au savoir. Aujourd'hui, vous regardez une information, vous pouvez la contrôler rapidement si vous allez sur Internet et vous n'avez plus besoin ni d'aller très loin, ni d'écrire à des personnes qui ne vous répondraient peut-être pas. Vous pouvez trouver une information. Donc notre accès au savoir est complètement modifié. Donc bien sûr, l'aspect technique nous pose question, mais au-delà de ça, il y a tout. La manière dont on fait société et dont on est en contact avec les autres qui se pose aussi au travers de ces outils numériques, et la manière dont on accède à la connaissance, dont on accède au savoir qui se pose aussi. Et c'est bien plus ça qui est fondamental. Et donc, la question de est-ce que c'est la pensée informatique, est-ce que c'est la pensée algorithmique qui nous importe le plus ? Franchement, je pense que non. Et là, aujourd'hui, s'il y a bien un document qu'il faut consulter par rapport à la manière dont il faut réfléchir le numérique à l'école, c'est celui-ci. C'est une directive de la Commission européenne. Vous tapez digcom.edu, c'est une directive de 2017 qui conseille aux États membres de réfléchir au développement des compétences numériques, aussi bien pour l'enseignant, ce qui est tout à fait à gauche en orange, que pour l'élève, ce qui est tout à fait à droite en rouge, et dans lequel il décompose ce que peuvent être demain les compétences relatives au numérique, pas les compétences numériques en tant que telles. Et dans ces compétences relatives au numérique, il y en a 22, et une de ces 22, c'est le codage, c'est la programmation. Mais à côté de ça, il y a le développement de l'esprit critique, il y a la manière dont on collabore avec les outils numériques, il y a la manière dont on protège ces données. Et tout ça, ce n'est pas de la technique, c'est une manière de réfléchir à ce que le numérique implique dans nos vies. Et donc, vraiment, par rapport à la manière dont aujourd'hui on essaye, je crois, pour moi à tort, de faire rentrer absolument le code à l'école pour le code, c'est une des compétences parmi les 22 que le numérique peut développer. Mais ce n'en est qu'une parmi les 22. Et les autres ont pour moi beaucoup plus d'importance et ne sont pas liés à ces aspects hyper techniques. Bien sûr, il y a des aspects techniques qu'il faut développer pour un peu comprendre le monde dans lequel on vit. Mais le reste a tout autant d'importance. Et donc ne nous focalisons pas sur ce... Et soyons prudents, soyons critiques par rapport à tout ça. Juste une petite info par rapport à ça. Donc dans le cadre de mes travaux dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, on est occupé à réfléchir sur une manière de formuler un référentiel relatif à ces compétences numériques qui se base là-dessus, pour après que les différents pouvoirs organisateurs puissent s'en emparer et puissent en faire quelque chose qui ait du sens dans la vie quotidienne des enseignants et surtout des élèves à l'école. Donc tout ça est en cours pour essayer de le formaliser et d'essayer de donner un peu des balises plus claires par rapport à ce qui peut en être fait aujourd'hui.
Alors, s'il ne fallait retenir qu'une action en faveur de l'éducation, et j'en viens à mon point final par rapport à cette intervention, ben, la grande question, c'est est-ce que l'école va réussir ou rater le virage du numérique en éducation? Voilà. Ça, je crois que c'est la question qu'on doit pouvoir se poser aujourd'hui. Ce n'est pas la seule question que l'école doit se poser, mais c'est une des questions qu'elle doit se poser. Il y en a qui l'ont raté. Kodak l'a raté, Nokia l'a raté. Ce n'étaient pas des petites entreprises, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas pignon sur rue, c'était pas... Voilà. En termes de valeur ajoutée, WhatsApp, pardon, 5 ans, 55 salariés, racheté 22 milliards de dollars. Peugeot, 100 ans, 100 000 salariés, racheté 12 milliards de dollars. Où est le problème? Donc, aujourd'hui, quelque part, ne pas se préoccuper de ça, c'est aussi ne pas se poser peut-être des questions. Est-ce que Peugeot va encore exister dans X années? Tesla, les voitures dont on ne connaît pas les marques encore aujourd'hui, qui seraient... Enfin voilà, qui a pignon sur rue? Qu'est-ce qui se développe demain? Todai, c'est une intelligence artificielle. C'est un robot qui a été programmé pour répondre à des questions. Et une des questions à laquelle ce robot a été soumis, c'est celle qui a été proposée à des étudiants d'un examen d'entrée en Polytechnique à une des universités les plus prestigieuses du Japon. Et la question qui leur était posée, c'était de faire une synthèse, discuter, enfin, c'est ce que vous trouvez dans l'encadré noir, là, discuter la chute et l'évolution du commerce maritime dans l'Asie du Sud-Est. Enfin bref, un truc que personne ne connaît, dont personne n'intéresse personne. Enfin, il n'y a pas grand monde. Mais... Bref. Cette question était posée à ces étudiants. Cette intelligence artificielle devait faire un résumé de 600 mots, comme les étudiants devaient le faire. Et elle a fait aussi bien que, enfin, mieux que 80% des étudiants qui étaient des êtres humains. Alors, en analysant ça, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire aussi bien? Elle va chercher de l'information sur Internet, elle trouve l'information, elle rassemble l'information, elle synthétise l'information, elle écrit l'information. C'est un résumé. Nos étudiants, nos élèves, on leur demande de faire des résumés. Ce que cette intelligence artificielle n'est pas capable de faire, c'est d'expliquer le lien entre différentes parties de son résumé, c'est de justifier pourquoi elle a pris tel élément par rapport à tel élément, c'est d'expliquer, c'est de commenter, c'est de se positionner. C'est pas ça qu'on demande dans ce cas-ci à ces étudiants. Est-ce que c'est pas ça que nous devons demander à nos élèves et à nos étudiants? Est-ce qu'on doit leur demander plus de faire un résumé ou d'être capable de commenter le résumé pour expliquer quelle est la portée de ce résumé? Et donc, est-ce qu'on pose les bonnes questions? Parce que là, est-ce que c'est une bonne question? Si une intelligence artificielle peut le faire, est-ce que c'est une bonne question? Si elle fait mieux que 80% des individus, êtres humains, qui sont censés quand même se présenter à un examen d'entrée à l'université. Un constat qui a été fait par cette même chercheuse, c'est que 1/3 des étudiants n'ont pas bien lu la consigne. Est-ce que c'est pas ça aussi qui pose question? Est-ce qu'on est capable de bien lire la consigne et de savoir ce qu'on nous demande précisément avant de répondre quelque chose qui peut-être n'est pas adéquat? Et donc on en revient à des fondamentaux qui sont ceux que l'enseignant sur lesquels il peut agir. Et là, oui, c'est impressionnant qu'on puisse faire un résumé comme ça, mais la question du résumé se pose, la question de qu'est-ce qu'on fait d'un résumé quand on en propose un, et le fait que est-ce qu'on a bien compris ce sur quoi devait porter le résumé, parce que la consigne est tout aussi importante que bien sûr ce qu'on doit en produire. Cédric Villani, il a été mandaté par Macron pour faire un rapport sur la manière dont on peut aujourd'hui envisager les mathématiques à l'école et la manière de remettre au goût du jour les mathématiques, mais aussi l'intelligence artificielle. Il a sorti un dossier que vous pouvez trouver sur Internet de 21 mesures pour favoriser l'enseignement des mathématiques. Et la première chose qu'il a dite par rapport à ces 21 mesures, c'est que s'il y en a une à retenir, c'est celle qui porte sur la formation des enseignants. Et je vais reprendre cette action-là en disant, c'est bien là-dedans et là-dessus qu'il faut investir. Et c'est bien... Et on y est, je veux dire, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui portent sur comment les hautes écoles, les universités vont devoir travailler ensemble pour que la formation des enseignants puisse bénéficier d'une qualité encore meilleure. C'est là-dessus qu'il faut agir. C'est ça c'est l'humain qui nous intéresse.
Et bien sûr, le numérique est là, mais c'est dans l'humain qu'il faudra investir si on veut que le numérique soit à sa juste place. Et donc, par rapport aux compétences d'aujourd'hui, j'en reviens à DigiComp et à la manière dont on réfléchit à l'intégration du numérique dans les compétences des uns et des autres. Et je vais en terminer par ceci. Toute technologie est bien duale, c'est bien ce qu'on a évoqué. Remède et poison. Il y a du bien, il y a du mal, il y a une face grise, il y a une face blanche. Mais il faut se l'approprier parce que c'est notre monde. C'est la culture dans laquelle on vit, c'est le monde dans lequel on est. Et si on se l'approprie, on sera capable de savoir là où on doit agir de façon privilégiée, parce que ce qui importe, c'est que nous puissions, pour demain, faire de nos élèves, faire de nos enfants, des personnes, des individus compétents par rapport à ces qualités que le numérique possède, et que nous soyons complémentaires à ce que le numérique ne fait pas. Qu'on ne se focalise pas sur le fait de vouloir automatiser, de faire des individus, des gens qui essayent de réfléchir aussi vite qu'une machine. Ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui compte, c'est d'arriver à utiliser ce qui est produit par une machine, à en faire quelque chose qui est en faveur du bien-être de l'être humain et de sa prospérité, sa croissance, sa santé. Ça, c'est un vrai intérêt. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Voilà, et je vais m'arrêter là pour cette intervention-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Delieff, pour la première intervention. Donc, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Je vais prendre le deuxième micro, excusez-moi, pour ma collègue. Donc, voilà quelques petites références dont je me suis inspiré, que vous trouverez dans le document PDF. Je crois qu'on vous transmettra aussi, donc vous aurez aussi ces éléments de référence qui peuvent vous aider. Tout à fait, tout vous sera transmis. Alors, des questions, remarques? Oui, il y en a une là-bas. Oui. Quand on parle de compétences numériques et qu'on met dans un petit coin de slide programmation, il y a quelque chose qui me choque un peu là-dedans. C'est un peu comme si on parlait de physique ou de chimie, on allait cacher ça sous un vocable compétences naturelles. Il y a toujours un peu un amalgame que je vois assez souvent dans le public entre outils informatiques, utilisation d'outils informatiques et informatique. Je pense que dans le secondaire, dans le cadre d'études scientifiques, les étudiants qui font des maths et ce genre de choses, avoir effectivement un début d'études de programmation ou d'algorithmique, ce ne serait pas du tout une mauvaise chose. Bien sûr, c'est une des 22 compétences. Donc oui, bien sûr, mais ce sera celle qui sera réservée à certains que ça intéresse particulièrement, ce sera celle qu'il faudra développer pour certains individus à minima, mais ça ne doit pas être la seule préoccupation par rapport aux usages qu'on fait aujourd'hui du numérique, parce que c'est restrictif aussi que de ne faire que ça. Et donc, c'est donner un peu l'illusion que si tout le monde programme, tout le monde va trouver du boulot, parce qu'on programme bien. Mais c'est pas ça l'enjeu. Enfin, l'enjeu, il n'est pas que là. Je veux dire, il y a des enjeux éthiques. Enfin, les gens qui vont demain être spécialistes du droit du numérique, je vous assure qu'ils vont avoir du boulot. Hein. Parce que, mais ça n'a rien à voir avec de la programmation. Pourtant, ça fait partie de la culture numérique qui est la nôtre et qui pose question. Mais bien sûr, ils devront avoir des notions de qu'est-ce que c'est que le code. Bien sûr, mais ils ne doivent pas être des spécialistes du code. Donc, ça fait partie d'une des 22 compétences. Et n'est pas à dénigrer parmi les autres, mais n'est pas non plus à mettre plus en avant que les autres. Moi, c'est cette idée-là que je défends. Et donc, enfin voilà, je l'ai dit. Une deuxième question. Voilà, j'ai une double question. D'abord, vous l'avez dit, il y a une évolution des technologies, mais ce à quoi on assiste, est-ce que ça n'est pas une accélération de cette évolution? Et donc, le rythme des changements, à mon avis, s'accélère, et jusqu'où? Voilà. Première question. Deuxième question, donc on l'a vu, les nouvelles technologies ont une puissance assez exceptionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger dans la marchandisation de ce nouveau potentiel, à la fois du côté de l'intelligence artificielle, parce que j'ai écouté une émission récemment qui disait que les grands spécialistes de l'intelligence artificielle ne sont plus dans les universités, mais dans les GAFA, et aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. L'actualité nous montre que les groupes privés, Facebook, font de nos données ce qu'elles veulent bien en faire, et que finalement, les pouvoirs publics sont largement impuissants, parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Est-ce qu'il ne faut donc pas
éduquer surtout les jeunes à cette marchandisation et au développement de réseaux sociaux libres, enfin toute une série de plateformes qui sont libres, collaboratives. Est-ce que c'est vraiment pas là la spécificité de l'enseignement par rapport à l'environnement dans lequel baignent les jeunes? Bien sûr, tout à fait. Je crois que ça correspond, à ce que j'ai essayé de dire. D'abord, par rapport à votre première question, jusqu'où et à quelle vitesse ça évolue, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'évolution, elle est exponentielle, elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors, jusqu'où? Franchement, je crois que pas grand monde ne peut le dire actuellement. On est très surpris de voir que, juste un exemple, Elon Musk, le propriétaire de Tesla, PayPal, etc., qui envoie des fusées sur Mars, enfin bref, il est occupé à travailler sur un objet qui est de pouvoir doper le cerveau à l'aide de puces électroniques. Lui, il en parle. Les Chinois, ils l'ont fait. Hein. Bon. Donc, jusqu'où on va? Moi, j'ai pas de réponse à ça. Donc, première chose. La deuxième, par rapport à votre question concernant ce qu'il faut faire. Bon, d'abord, je pense que, oui, il y a une marchandisation. C'est très clair. Donc, comment on peut, quelque part, essayer d'aller à l'encontre de cette marchandisation? Alors là, oui, il y a le libre, bien sûr, et c'est très bien, mais je crois qu'au-delà de la question du libre, c'est qu'est-ce que nous allons créer, nous, comme type de support qui répondent à des besoins, puisque c'est utilisé, même si ces besoins sont suscités, pour que quelque part, il n'y ait pas de monopole. Parce que c'est ça le problème, en fait, c'est une question de monopole. Mais s'il y avait une offre qui était très diversifiée et dans laquelle l'Europe et les intellectuels ou les spécialistes techniques de ces domaines-là pouvaient jouer, peut-être qu'on n'aurait pas autant de marchandisation de la part de Google, Amazon, etc. Parce qu'il y aurait des concurrents. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concurrents. Et c'est bien ça le problème, c'est que, on sait bien qu'en termes économiques, quand il n'y a pas de concurrents, ceux qui ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent, ou à peu près. Et comme vous le disiez aussi, les États, où ils en sont par rapport à la manière de contrer ces monopoles. Mais plus fondamentalement, si les États ne sont pas capables de les contrer, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences pour. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils sont tellement devancés par ces évolutions-là. Et donc, nos jeunes, si nous sommes devancés, est-ce qu'eux vont l'être encore plus? Et donc, bien sûr, on doit jouer sur le fait que ces milieux-là, ils doivent les appréhender. Donc, c'est ce que je disais, il faut connaître ces mondes numériques, il faut connaître ces mondes digitaux, il faut savoir ce qu'ils permettent et toutes les dérives que ça occasionne. Mais on doit aussi les rendre capables de peut-être être des concurrents valables au travers du libre, au travers d'autres applications, au travers d'outils qui vont permettre d'offrir une gamme plus large pour correspondre au mieux à ce que les gens attendent, parce que là les gens disent ok, Facebook on veut pas qu'ils disent nos données, mais en fait tout le monde y va quand même. Donc il y a une ambivalence quoi. Et donc je crois qu'on n'a pas la réponse là maintenant, parce qu'en fait aujourd'hui on est un peu démunis par rapport aux compétences que d'autres ont déjà, et donc si on reste en retrait par rapport au fait de développer ces compétences à l'école, on va continuer à être en retrait. Voilà, moi j'y crois fondamentalement. Oui. Bonjour. Voilà, je voudrais revenir sur un point que vous avez traité. C'était coder ou décoder à l'école. Et vous avez pris comme exemple la peinture du peintre Rembrandt. Et vous avez dit que c'était pour faire perdurer la beauté. J'ai tendance à croire le contraire, parce que je me dis à partir du moment où on multiplie un petit peu ce genre de reproduction, finalement, la référence au tableau original perd de son sens, et je me dis, je m'inscris, disons, dans cet état de choses, en me disant, à force de multiplier comme ça la technologie, nos références, disons, de départ, semblent être un peu étriquées, voire disparaître dans un futur lointain, quoi, ou ici, pas proche. Et donc nos valeurs même aussi, nos valeurs sociétales, sont à un moment donné mises à mal. Oui, et je pense qu'évidemment ça pose question. Mais je crois que
la position qu'on adopte souvent est une première position de repli. On a raison, il faut protéger la singularité, il faut protéger la rareté, il faut protéger une forme de beauté unique, enfin, c'est clair. Mais en même temps, on peut aussi se poser la question de est-ce que quelqu'un qui imite bien une œuvre, est-ce que pour autant cette œuvre, on ne peut pas la trouver belle? Ok, il l'imite, alors il ne la copie pas, mais on peut quand même la trouver... Enfin, en termes d'appréciation de l'œuvre, je peux la trouver belle. Alors elle n'a pas été faite par Rembrandt lui-même, elle a été faite par là une machine, mais ça aurait été quelqu'un que vous connaissiez, vous aurez peut-être dit « Ah, c'est super, tu as réussi à imiter... » Enfin, je ne sais pas, c'est très difficile en fait. Je ne crois pas avoir d'avis définitif, moi, par rapport à ça. Je crois que c'est très difficile par rapport à une œuvre d'art, déjà de se dire est-ce qu'on la trouve belle ou pas belle, parce que c'est très personnel. Et donc, après, le fait qu'elle soit reproduite par une machine, par un être humain. Je ne sais pas si récemment vous avez vu aussi, mais il y a par exemple une symphonie qui vient d'être créée aussi par un système d'intelligence artificielle. Et, en gros, c'est de la belle musique, quoi. Mais, enfin... Et je comprends votre interrogation, et je me la pose aussi, mais j'essaye de voir en même temps, oui, ce que ça enlève, mais en même temps ce que ça peut apporter, et en quoi est-ce que ça peut ne pas convenir ou convenir à certains. Mais je comprends tout à fait le questionnement, et c'est normal. Et je trouve que ça, c'est important de traiter avec nos enfants, avec nos élèves. C'est comment eux se positionnent, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle valeur accordent-ils au passé et à ces œuvres-là. Enfin, c'est ça la vraie discussion, je crois. Et celle qu'on a là, je trouve, est bien symptomatique de ça. Et je trouve qu'elle est très riche parce qu'en soi, on n'a pas de réponse, mais on a une vraie discussion sur ce qui fait la sensibilité de l'être humain. Et je crois que c'est bien ça qu'il faut. Et si ça nous permet de nous poser ces questions-là, peut-être que c'est important. Je vais juste rebondir sur la question précédente, et notamment j'aime bien ce qui est sur le slide, parce que là il est question de robots et ce genre de choses, et ça me fait penser à Asimov. Et Asimov a eu des successeurs, comme un peintre peut avoir des élèves, et ils ont écrit dans la littérature de science-fiction des œuvres originales dans la continuité d'Asimov. Mais ils n'ont pas pris des bouquins d'Asimov et en ont fait une mixture en les moyennant et en faisant un bouquin qui serait la moyenne de ce qu'Asimov a écrit. Donc là, je vais dire, il y a une originalité, il y a une découverte, il y a une innovation que je ne suis pas sûr qu'on va retrouver au niveau Rembrandt. Oui, voilà, ça se discute, ça fait débat, c'est bien, moi j'aime bien. On est là pour ça, après tout. Voilà. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté. Ah oui. Voilà. Okay. Je croyais que monsieur allait prendre le micro. Donc oui. Dans son livre, le professeur Alexandre, La guerre des intelligences, nous explique que l'Europe, en essayant de protéger la vie privée des individus, a complètement raté le train des big data par rapport aux États-Unis avec les GAFA et par rapport à la Chine, dans la mesure, et surtout en Chine, où ils n'ont pas du tout la même éthique et la même approche que nous. Ils n'ont pas les scrupules que nous avons. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Alors, j'ai aussi beaucoup suivi ce que le docteur Alexandre disait. Il est très médiatisé et je pense qu'il utilise des formules choc qui sont intéressantes. Donc, c'est une des références que j'ai mises, je pense, dans le slide. Oui, la guerre des intelligences, effectivement. Qu'est-ce que moi j'en pense? Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, mais qu'il n'a pas non plus tout à fait raison. Donc oui, ça peut vous dire, c'est mélanger la chèvre et le chou. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec monsieur, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, l'Europe est démunie par rapport à la manière dont aujourd'hui les États-Unis et les Asiatiques ont des capacités économiques liées au numérique qui sont diantrement plus développées que les nôtres. Et c'est vrai que la question, elle n'est pas uniquement là, parce que la question, c'est aujourd'hui, si on parle du développement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette capacité d'une machine de pouvoir analyser et prendre des décisions et réfléchir un petit peu comme un être humain pourrait le faire, eh bien oui, sans doute qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas au top par rapport à ça. D'ailleurs, les plus grands spécialistes européens, ils travaillent chez Facebook, ils ne travaillent pas en Europe, parce que... Et donc oui, c'est une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour que
l'Europe soit compétitive par rapport à ces questions-là. Alors vous allez me dire, oui, mais l'intelligence artificielle. Ben oui, mais si demain, ce qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle est développé uniquement par 2 continents et que l'Europe est oubliée, je veux dire, la révolution industrielle, elle se fait à certains endroits et pas à d'autres. Cette révolution-là, elle se fait à certains endroits et pas à d'autres. Ceux qui n'ont pas participé à la révolution industrielle à un moment donné, ils ont été dans un état de paupérisation. Est-ce que l'Europe ne sera pas en état de paupérisation par rapport à cette question de l'intelligence artificielle? Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, on n'est pas sur la bonne voie. Donc oui, je suis un peu d'accord avec lui, mais je ne suis pas spécialiste ni en intelligence artificielle ni en économie. Je lis ce qu'il écrit et je peux comprendre ce qui est évoqué. Après, il faudrait sans doute demander à des plus spécialistes que moi comment répondre. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, la question du numérique dans nos écoles, c'est un petit peu celle-là. C'est-à-dire, c'est comment on est suffisamment familiarisé avec ces questions pour au moins se dire qu'à un moment donné, ça peut devenir, en termes d'intérêt, en termes de hobby, en termes de métier, quelque chose vers lequel nos enfants vont aller de façon assez naturelle, facile et préparée. Voilà, je crois que ces questions-là, elles doivent se poser. Parce que si on ne se les pose pas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui va nous manquer. Quoi exactement, je ne sais pas, mais quelque chose en tout cas. Oui, voilà, moi j'ai une petite question, je voulais... Oui, non, c'est bon, mais c'est parce que tout à l'heure je croyais que c'était vous qui alliez, donc c'est pour ça que je regardais par là, maintenant je peux... Moi, je voulais rebondir sur le schéma du cerveau qui opposait intelligence heuristique et intelligence algorithmique. Il y a une situation à laquelle on est confronté tous les jours, c'est l'utilisation du smartphone en classe. On a des élèves qui sont très souvent stimulés et qui ont des soucis pour gérer ces stimuli constants. Et les directions commencent à réfléchir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Il y a des écoles qui interdisent purement simplement, il y a d'autres écoles qui passent par les professeurs, il y a d'autres systèmes qui sont mis en place un peu partout, et chacun chipote un peu dans son coin. Est-ce que vous, en tant qu'expert dans ce domaine-là, est-ce que vous avez des conseils à donner par rapport à l'usage des smartphones? D'abord, ce serait prétentieux de vous donner des conseils, je vais vous donner mon avis. Mais... À votre avis, interdire purement et simplement pour pouvoir déconnecter, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce qu'il y a des mesures intermédiaires qui sont possibles D'accord. Alors, par rapport à la question de tablettes, smartphone à l'école, je vais dire je suis pour dans certaines conditions. C'est-à-dire que si l'idée c'est de dire à n'importe quel élève, à n'importe quand, tu prends ton smartphone et t'en fais ce que tu veux, ben ça on sait bien ce que ça devient. On sait bien qu'ici, si à un moment donné, il y a l'attention qui n'est pas maintenue pour une raison ou pour une autre, bien le fait d'avoir son téléphone, son ordinateur, on va faire autre chose. Et on est capable parfois de faire 2 choses en même temps, mais pas complètement. Donc forcément, c'est distracteur. S'il n'y a pas un intérêt qui est suffisamment maintenu, ben dans ce cas-là, par le dispositif pédagogique. Donc ça pose question de le laisser libre tel quel. Par contre, ce à quoi je crois, c'est que si l'enseignant utilise ces outils, par exemple, j'aurais pu vous le montrer, mais je ne pouvais pas tout faire, utilise ces outils, par exemple, pour sonder son auditoire, sa classe, et poser des questions, et en faire un outil de réponse à des questions qu'il poserait sur le cours qu'il a donné. On utilise l'outil de smartphone comme quelque chose qui est pédagogique, pas comme quelque chose qui est distracteur. Évidemment que si on laisse l'élève avec son téléphone et qu'il peut aller sur Facebook répondre à ses copains, il va répondre à ses copains. Mais si l'enseignant a une exigence qui est de dire « Voilà, je voudrais que par rapport à cette question-là, tu puisses te positionner » et on peut demander qu'il soit bien identifié, qu'on sache qui a répondu à quoi, c'est un outil d'interactivité autre. C'est pas le seul, hein, c'est pas du tout... Enfin, je recommande pas le fait de ne faire que ça, mais ça fait partie des outils, de la panoplie d'outils qu'un enseignant devrait pouvoir mobiliser pour, à certains moments, créer de l'interactivité dans sa classe. Quand on veut faire un travail collaboratif, est-ce que le fait d'utiliser un Google Docs n'est pas une bonne idée pour que les élèves puissent tout de suite rassembler leurs travaux dans un seul support et pas devoir commencer à travailler avec 4 documents qui vont peut-être s'échanger. Enfin, je veux dire, les outils sont là, mais est-ce que l'enseignant les met à disposition dans son dispositif pédagogique pour qu'ils soient utilisés par les élèves d'une façon qui a été réfléchie par l'enseignant pour en faire quelque chose en termes d'apprentissage? La formation des enseignants, bien sûr, est fortement appliquée par rapport à ça, puisqu'il faut aussi qu'eux puissent se dire comment je l'intègre dans mon dispositif. Mais pour moi, c'est cette condition-là qui est importante. Donc, ce n'est pas de dire j'interdis, parce que de toute façon, vous savez, j'ai 4 fils, hein, il y en a qui m'ont dit on doit remettre son téléphone à un machin, on a 2 téléphones, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on en remet un et puis on garde le deuxième. Enfin, tout est possible. Donc,
Il ne faut pas se leurrer, quoi. Enfin, c'est pas interdire pour interdire, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et évidemment qu'à certains moments, il faut une déconnexion aussi. Et qu'il faut dire, voilà, là maintenant, tout le monde dépose, ferme son ordinateur, et ce qu'on fait, c'est on discute ensemble d'un sujet, et on discute vraiment les yeux dans les yeux. Enfin, et ça, c'est la séquence pédagogique que l'enseignant crée. C'est lui, c'est son rôle de faire ça. Mais à certains moments, l'outil numérique a un sens. Il a une pertinence. Donc ce serait la réponse que je vous donnerais, mais je pourrais encore développer, mais je ne vais pas monopoliser plus. Permettez-moi de réagir. C'est un magnifique outil de dualisation. Oui. Tous nos élèves ne sont pas nantis de smartphone. Vous êtes là, oui. Dernier cri. Oui. Et donc, je crois qu'il faut aussi faire une place aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir le coût de cette numérisation à outrance. Bien sûr. Et il faut être conscient quand même que quoi que l'on fasse, il y aura des exclus. On s'est beaucoup focalisé, et c'était le thème, sur les jeunes, pour être aussi entouré de personnes plus âgées, avec des capacités intellectuelles tout à fait normales. Ces personnes se retrouvent actuellement en comment vais-je dire, en décalage face à une société qui leur impose ces technologies auxquelles ils ne sont absolument pas habitués non plus. On évoquait tout à l'heure les États. Les États eux-mêmes vous imposent d'utiliser au mieux via Publifin et compagnie, enfin pas Publifin, TaxonWeb, merci. TaxonWeb. Voilà un quiproquo bien révélateur. Enfin bon, bref. Quid alors de ces jeunes qui nous arrivent? Bon, moi je suis dans une école bruxelloise, j'ai des élèves primo-arrivants. Vous pensez bien que le smartphone ne prime pas quand on n'a plus du tout de moyens de vivre pour une famille. Alors l'impliquer dans le processus pédagogique, pourquoi pas, mais avec de sérieuses limites, et il ne faut pas les oublier. Bien sûr. Non, mais les oublier, sûrement pas. Mais je pense qu'on est aussi dans une démarche aujourd'hui. Enfin, à une époque, on se posait la question de comment est-ce qu'on équipe les écoles avec du matériel informatique. Et donc ça, c'était une question. Et on se dit, oui, mais on n'aura jamais assez de matériel pour tous les élèves, pour tous les étudiants, pour tous les profs. On n'aura jamais assez de matériel. Aujourd'hui, on a quand même une forme de réponse à ça. C'est-à-dire que certains en ont. Et donc, on n'est plus obligé d'équiper l'école en se disant que tout le monde va devoir avoir du matériel qui va être fourni par l'extérieur. Certains peuvent l'amener. Et bien sûr, ceux qui n'en ont pas doivent en bénéficier, parce que je pense que c'est le rôle de l'école de ne pas les lâcher par rapport à cette forme d'exclusion qui pourrait se présenter et qui fait que, comme vous le dites très bien, certaines personnes peut-être moins nantis ou moins au fait de ces questions numériques sont aujourd'hui défavorisées en raison du manque de formation, d'éducation, d'équipement, enfin peu importe la raison, mais se trouve exclu de ce circuit-là alors qu'il est là. Et donc quelque part, c'est aussi, vous parliez de l'État, mais je crois aussi que c'est le rôle de l'État de prendre ses responsabilités par rapport aux exigences qu'il a. C'est-à-dire que si TaxonWeb devient une obligation, qu'est-ce qu'on fournit comme formation, comme matériel? Enfin, et ça c'est un exemple, mais on pourrait... Donc je pense que d'une part, que certains puissent amener leur matériel à l'école, c'est un bien parce que ça va permettre à l'école de peut-être pas investir dans autant de matériel, mais pour ceux qui n'en ont pas, il ne faut pas compter que là-dessus parce que, voilà, je prends mon cas, j'ai 4 enfants, est-ce que je leur fournis à tous 4 smartphones enfin voilà, il faut les payer. Hein. Donc, comment l'école contribue et comment on peut jouer sur les 2 tableaux quelque part mais ça doit être au bénéfice de l'inclusion et de l'apprentissage. Et ce sont des vraies questions, évidemment, bien sûr. Bonjour. En ce qui me concerne, je suis interpellé par la partie formation des enseignants. Parce qu'effectivement, il faut bien constater que les jeunes, pour la plupart, maîtrisent mieux l'outil numérique que leurs enseignants, ce qui est quand même assez hallucinant par rapport à cette situation d'enseignant-enseigné. Et je voulais savoir,
qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette formation accélérée, entre guillemets, ou parce qu'il y aura toujours un décalage entre la formation, enfin, les connaissances et la maîtrise des jeunes par rapport à l'outil numérique et la formation de l'enseignant. Oui, et ça a toujours été le cas sans doute. D'abord, une première chose, c'est je pense que vous avez raison sur le fait que, bien sûr, les jeunes sont relativement bien équipés et ont une forme de connaissance de la technique. Pour autant, toutes les études sur les générations Y, Z, machin, enfin bref, qui diraient que les jeunes sont plus au fait que, montrent en termes d'éducation et d'enseignement que s'ils maîtrisent les outils, ils ne les maîtrisent pas nécessairement pour apprendre. Et que donc ils ont un apprentissage à faire de comment j'utilise cet outil pour apprendre. Je peux jouer avec, je peux là, ça oui. Mais quand je dois aller chercher une information critique et l'information, je ne suis pas sûr que je sois... Enfin voilà. Donc, première chose, je crois que c'est... Il faut un peu relativiser le fait qu'ils maîtrisent mieux que nous. Oui, ils maîtrisent mieux un certain nombre de choses que nous, et c'est normal, voilà. Dans leur cercle, dans leurs réseaux sociaux, ils ont une forme de connaissance qu'ils partagent et que nous ne partageons pas. Et là, c'est comme ça. Donc, par rapport à la formation des enseignants, d'une part, il y a bien sûr la formation initiale, et ça, je crois qu'aujourd'hui, dans la réforme de la formation initiale, comment est-ce que les enseignants qui arrivent vont pouvoir être initiés, formés à utiliser ces outils-là, voilà, donc ça c'est une première question, et ça, en tout cas dans ce que Marcourt a écrit, dans les avancées vers lesquelles on va, ça figure. Après, quelle place sera donnée par les hautes écoles et les universités qui vont devoir s'entendre là-dessus? Personne n'en sait rien. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, personne n'en sait rien. En tout cas, il y a quelque chose d'inscrit par rapport à ces compétences numériques qui doivent être développées pour que les enseignants puissent les utiliser au mieux au bénéfice des élèves. Après, il y a la formation continue, parce qu'effectivement, les enseignants qui sont là, eh bien, oui, comment gérer? D'abord, il y a tous les gens qui sont passionnés, intéressés, curieux, qui font déjà des sérieux pas. Et je crois qu'on peut aussi tabler sur la responsabilité, sur la capacité, sur la qualité des enseignants qui s'intéressent au monde d'aujourd'hui, et donc qui font le pas. Alors ça ne suffit évidemment pas toujours et peut-être pas suffisamment. Ce que je sais aussi, via en tout cas des recommandations qu'on a faites dans le cadre du pacte d'excellence, c'est qu'il faut mettre en place des pools d'accompagnement dans les écoles pour que les enseignants qui souhaitent bénéficier non pas d'une formation qui les extrait de l'école, mais qui leur permette d'aller faire dans l'école ce qu'ils souhaiteraient faire avec des gens qui seraient là pour les aider, c'est-à-dire vous avez un besoin particulier, vous voudriez développer un projet dans lequel le numérique est impliqué, eh bien vous pourriez faire appel à une équipe qui va venir avec vous travailler sur cette question-là, avec vos vrais élèves, dans le vrai établissement, avec les vraies conditions dans lesquelles on se trouve. Et pas une solution un peu externe qui dit oui, il faudrait faire ça, 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 ça et ça, puis retourner dans votre école et débrouillez-vous. Donc c'est cette idée d'accompagnement sur site. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, par rapport auquel il y a des recommandations qui ont été faites. Alors, ce sera fait à quelle hauteur, à quelle échelle, mais voilà, c'est dit. Après, entre le dire et le faire, nous verrons. Une dernière question avant la pause café? On parlait tout à l'heure d'insérer donc ces nouvelles technologies dans les pratiques pédagogiques de manière à impliquer et les rendre bien formatives. Quid alors de l'évaluation? Pour le moment, un smartphone, une montre connectée, par mes enseignants, est vécu comme un outil pour pouvoir tricher. Alors, quels seraient vos conseils pour intégrer dans la manière de concevoir des questionnaires un outil plutôt pratique plutôt qu'un outil de tricherie? La question de l'évaluation, on ne va pas avoir fini là. De façon assez rapide. D'abord, je pense qu'on peut décider de ne rien changer au système d'évaluation. Mais je crois que ce serait un peu dommage. Bon, voilà. On peut décider ça. Ça veut dire qu'on continue à évaluer comme on évaluait avant, même si on a utilisé d'autres outils pour faire apprendre. Ça me paraît pas très cohérent, mais enfin bon, bref. Après, on peut se dire, oui, avec ces outils-là, comment est-ce que je peux faire une évaluation autrement, en minimisant les risques de tricherie. Et puis tricher, est-ce que c'est si grave que ça? Non, mais ça veut dire que, en gros, si à un moment donné,
Enfin, ce qui compte, c'est qu'ils apprennent. Alors, s'ils apprennent en trichant, après, ce qui compte, c'est qu'ils aient appris, mais est-ce qu'on peut le valider? Non, mais je rigole et je rigole pas. Hein. Je veux dire, on a tous copié des choses et on s'est dit, ah oui, à ce moment-là, je les maîtrisais pas. Mais après qu'on les ait copiées, on les maîtrise. Donc, enfin, quel est le deuxième niveau Alors, je suis un peu provocateur, je sais bien, mais c'est pour dire, qu'est-ce qui est fondamental, en fait? Est-ce que c'est le contrôle que l'enseignant veut avoir sur le fait que l'élève ne triche pas dans un dispositif donné et qu'on contrôle tout? Ou bien c'est le fait qu'il ait appris et qu'on évalue effectivement ce qu'il a appris? Et à quel moment, et à quel degré, et à quelle périodicité? Donc, moi, je crois que ça pose plein de questions sur l'évaluation. Alors, une évaluation en ligne, je ne sais pas. Des outils d'évaluation numérique, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit nécessairement la bonne ni la seule solution. Ça fait partie, de nouveau, de la panoplie que l'enseignant peut utiliser et se dire ouais, j'utilise ça aussi. Et j'essaye de voir dans mon dispositif en quoi ça... Enfin, ce qui compte, c'est... Enfin, pour moi, c'est ce fameux alignement pédagogique, hein, c'est-à-dire on a des objectifs, des compétences à développer, quels moyens mettons en œuvre, et quelque part, est-ce que l'évaluation qu'on va proposer, est-ce qu'elle tient compte des moyens qu'on a mis en œuvre et du fait que les objectifs sont ou non atteints, que les compétences sont développées. Si vous avez une bonne réponse par rapport à ça, même hors du numérique, je vous entends, mais je crois que l'évaluation, c'est une vaste question à laquelle on n'a pas grand monde a de vraies solutions. Donc, je ne vais pas vous en apporter là parce que ce serait très prétentieux. Mais pour moi, voilà, l'outil numérique peut faire partie de la panoplie des moyens et des outils pour évaluer, mais à réfléchir en fonction d'un contexte, en fonction d'un niveau, en fonction de beaucoup de choses. Mais là, on ne va pas en faire l'état, je crois, parce que ce sera d'une part pas possible et puis on n'aura pas le temps non plus. Merci en tout cas pour la question. Eh bien justement, en parlant de temps, on arrive tout doucement à la fin de cette première partie. Merci encore pour la première intervention et les échanges que vous avez eus. On peut l'applaudir, effectivement.